Alors justement, face à une Russie belliqueuse, se préparer à la guerre probablement ou justement pour ne pas avoir à la faire, c'est le sens de l'opération Orion où la France, parce que la France y a été attaquée, ne serait pas seule pour riposter. Vous allez le voir, ô combien toutes ces alliances et toutes ces armées qui travaillent main dans la main peuvent montrer les crocs. C'est le sujet de l'opération Orion qui s'est achevée hier en la présence d'Emmanuel Macron, sujet de Camille Plaisant. Des raids hélicoptères, des parcours de tir et survol de tranchées. Le département de l'Aube et de la Marne sont le théâtre d'exercices militaires Orion 26 qui simulent une agression d'un pays ennemi. En visite, le chef de l'État réaffirme l'objectif de ces exercices. La France doit s'adapter aux menaces. Je suis là aujourd'hui pour vous dire de continuer à vous battre pour faire de la France une puissance reconnue par ses alliés et redoutée par ses ennemis. Elle illustre chaque jour à quel point notre environnement international se brutalise, cette actualité que nous vivons. Et nous avons raison de continuer de nous adapter à la menace. Au total, plus de 12 000 militaires français, mais aussi originaires des pays de l'OTAN, ils participent à des situations fictives grandeur nature. Le but, montrer que l'armée est prête à affronter les combats futurs grâce aux nouvelles technologies. Et évidemment, le contexte ukrainien, le contexte géopolitique de ce qui se passe là-bas influe sur la modernisation de nos procédures et on essaye de toujours être à la page de ce qui se fait, dans les nouvelles guerres, c'est évident. Ces militaires s'entraînent depuis février dernier à travers tout le pays. Il s'agit de l'exercice le plus important depuis la fin de la guerre froide. En plus des forces physiques sur le terrain, près de 2000 véhicules tactiques ont été déployés, 30 hélicoptères et 800 drones de combat. Alors, Général, vous avez participé à ces opérations conjointes. On va regarder la liste impressionnante des pays qui participent à ces opérations militaires. Alors évidemment, il y a des pays européens qu'on connaît bien, il y a l'Allemagne, la Belgique, bon ça tout va bien, mais on voit aussi des pays comme l'Australie, le Canada, Singapour, le Qatar, la Corée du Sud. Comment fait-on, mais même j'allais dire, pour échanger, est-ce que c'est interopérable de travailler avec des pays un peu exotiques comme Singapour et le Qatar ou le Brésil en termes militaires ? À Singapour, pour info, on avait un détachement singapourien en France, à côté de Bordeaux, pendant des années, où on formait des pilotes à un niveau intermédiaire. Donc, on les connaît bien depuis des années. Mais c'est hyper simple. La langue de travail, c'est l'anglais. Donc, tout le monde travaille en anglais, on écrit en anglais. C'est la langue de l'OTAN, contrairement à l'Europe où tout le monde a sa langue. Et donc, c'est assez facile. Alors, dans tous ces pays, évidemment, tous les pays ne participent pas au même niveau. Vous avez, c'est surtout dans les états-majors, on fait venir des observateurs. Chaque pays fournit ce qu'il peut. En fait. Et évidemment, il y a les Américains. Est-ce que les Américains, ce sont les patrons dans ce genre d'opération ? Et j'allais dire, est-ce qu'il y a une entente sur le terrain, une fraternité d'armes avec les Américains qui tranche avec la défiance qu'on a au niveau politique avec l'Amérique de Donald Trump. Oui, on a quand même des relations avec les Américains depuis des dizaines d'années, bientôt des centaines d'années. Donc on a toujours travaillé en très bonne intelligence sur le terrain. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur toutes les opérations. Je travaille avec les Américains. Et ça vous fait mal au cœur que Trump s'aborde un petit peu ou sape cette relation d'armes, j'allais dire, de fraternité militaire ? Oui, mais ça touche pas trop quand même les militaires. Ça interpelle beaucoup, évidemment, mais chacun relativise en fait. Le politique, c'est une chose, la fraternité d'armes sur le terrain, c'est autre chose. Et donc, après, évidemment, vous pouvez tomber sur des soldats qui sont plus ou moins européens. Les plus sympathiques, c'est ceux qui ont vécu en Europe, qui connaissent vraiment l'Europe et... Moi, le patron des cosmonautes américains, c'est un camarade de promotion. Et vous parlez avec lui librement, d'ailleurs, du fossé qui Oui, là, ça fait un temps que je ne l'ai pas eu, mais on était ensemble à l'école de l'air, donc on a des échanges comme ça. Bertrand Galichet, tout à l'heure, général du Tartre, remarquait l'erreur stratégique de Vladimir Poutine qui fait que maintenant, la Suède et la Finlande, qui étaient des pays neutres,
on rejoint l'OTAN. Il y a un autre électrochoc quand on voit la liste de ces pays, c'est que la Pacifique Allemagne, je vous pose la question parce que vous étiez correspondant à Berlin, est-ce que vous avez vu l'Allemagne vraiment dans son ADN depuis la Seconde Guerre mondiale est un pays foncièrement pacifique et qui est en train de tourner kazakh. Maintenant, quand on regarde le budget militaire de l'Allemagne, c'est beaucoup plus que la France, hein. Ils ont dépassé les 100 milliards. Oui, ils ont dépassé ce chiffre et ils prévoient 153 milliards en 2029. Bravo Poutine. C'est-à-dire très vite, et ça sera 3,5% du produit intérieur brut. Donc ce sont des chiffres importants que la France ne rattrapera pas naturellement. Et le paradoxe, c'est que l'Allemagne a beaucoup d'argent pour son armée et n'a pas le savoir-faire parce qu'il y a eu effectivement ce mouvement pacifiste qui a été résilient pendant de très longues années, qui est en train de changer, et puis parce que l'Allemagne avait complètement délégué sa sécurité aux Américains. Vous avez plus de 30 000 soldats américains actuellement en Allemagne. C'est le pays d'Europe qui reçoit le plus de soldats venus des États-Unis, même si Trump, pour punir le chancelier Merz, qui le critique, a décidé de retirer un certain nombre de militaires des bases américaines. À mon avis, c'est plus. Il y a 50 000 militaires américains en Allemagne. Il a dit qu'il voulait en retirer la moitié. Comment c'est vu d'ailleurs ça en Allemagne ? On dit bon débarras ou on est effaré, affolé à l'idée que les Américains puissent quitter l'Allemagne ? Écoutez, je pense qu'il y a une grande partie de la population allemande qui, vous savez, est assez vieillissante, donc des gens qui ont connu la guerre froide, ou en tout cas qui s'en souviennent, et pour qui la présence américaine est absolument indispensable. Ils n'imaginent pas une Allemagne à la fois sans parapluie nucléaire américain, puisqu'il y a des fusées à tête nucléaire en Allemagne, et sans présence surtout de militaires américains. Donc pour eux, c'est inimaginable. Mais parallèlement, ils sont un peu rassurés par la montée en puissance de l'armée allemande, avec tous les moyens financiers dont dispose l'Allemagne. En revanche, il faudra des années pour remettre à niveau cette armée qui n'est plus du tout habituée à combattre. Alors justement, Général Duthart, votre regard en matière de coopération franco-allemande sur le terrain militaire, votre regard d'ancien pilote de chasse, on voit bien que cet avion de chasse franco-allemand, le fameux SCAF, a du plomb dans l'aile. Votre regard, vous dites c'est dommage, parce que si on est fort, il faut qu'on s'allie avec les Allemands, ou bien vous dites non, mais les Allemands voulaient prendre le lead en matière d'avions de chasse. Or, on sait très bien que les Français ont une expertise, et il n'est pas du tout question que les Allemands veuillent jouer les patrons, quoi, hein. Parce que c'était un peu ce qu'on leur reprochait. Je ne sais pas si les Allemands voulaient vraiment être les patrons sur le SCAF. Tout le monde reconnaît l'excellence opérationnelle de Dassault Aviation. Donc, je crois que c'est multi-entrée. Vous le regrettez en tous les cas qu'il ne se fasse pas ? Ah oui, dans tous les cas, la coopération, c'est toujours en principe. Si vous prenez le meilleur de chacun, vous connaissez, on l'a peut-être déjà dit, mais je vous encourage à regarder la division de l'Europe vue du paradis et de l'Europe vue de l'enfer. L'Europe vue du paradis, vous prenez le meilleur de chacun. Et l'Europe vue de l'enfer, c'est les mêmes, mais vous prenez le pire de chacun. Ouais, voilà. Et donc c'est ça que ça veut dire. Donc le SCAF, oui, si on prend le meilleur de chacun. Non, si on prend le pire de chacun. Donc c'est ça qui est important. Et oui, dans tous les cas, je préfère une coopération où ça fonctionne bien. Vous savez qu'on a fait pas mal d'avions ensemble, hein, avec les Allemands, qui ont été chaque fois des réussites. L'Alpha Jet, qui est l'avion de la patrouille. Et puis Airbus en matière civile. Et Airbus, et puis le Transal en avion militaire, qui est un excellent appareil. Eh bien, un grand merci de nous avoir éclairé, en tous les cas, sur les enjeux du monde, hein, et de cette guerre en Iran et en Ukraine, hein, qui s'éternise. Avec cette question, d'ailleurs, est-ce que la tempête arrive de Donald Trump ? Est-ce que ce message énigmatique nous annonce un retour des frappes ? On verra. L'info c'est clair continue, vous restez avec nous, nous sommes le 1er mai et cette question, faut-il bien être un peu plus ouvert et permettre aux Français qui le veulent de travailler le 1er mai, d'autant que c'est payé double, ou est-ce qu'il faut sacraliser des jours fériés auxquels nous sommes tant attachés ? On en parle juste après ce sujet et cette étude de l'Oxfam qui devrait alimenter les conversations, voire les rancœurs dans les défilés du 1er mai, puisqu'elle nous montre que des salaires des grands patrons continuent de s'envoler et de bien au-delà de ce que gagne tout un chacun. C'est un sujet de Chloé Bounamo.